Si vous vous intéressez au cinéma, si vous êtes un gros lecteur, ou les deux, vous vous êtes sans doute déjà dit en lisant un livre « c'est excellent, c'est tellement dommage qu'il n'en ait jamais fait un film ». Ou à l'inverse « c'est excellent, heureusement qu'ils n'ont jamais essayé d'en faire un film, c'est inadaptable ». Inadaptable, oui, c'est un terme qu'on entendait assez souvent à une certaine époque. Alors, je ne vais pas faire cette vidéo sur les adaptations, mais si vous savez, la vidéo YouTube cliché que tous les youtubeurs ciné faisaient en 2014, celle qui dit qu'un film et un livre, c'est pas le même média, qu'une adaptation doit forcément prendre des libertés, ouais, cette vidéo-là, ouais. Non, moi, ce dont je voudrais vous parler, ce sont de ces fameux livres dits inadaptables, justement. Vous avez forcément des exemples en tête, généralement on parle de pavés extrêmement longs, avec un lore très complexe, qui ne pourrait pas tenir en un simple long métrage. C'est un argument qu'on entendait très fréquemment avant le début des années 2000, avec toujours le même exemple. Mais, entre 2001 et 2003, vous savez tout ce qu'on a eu. Bon, Peter Jackson a mis tout le monde d'accord, hormis certains fans vraiment hardcore du bouquin, sur le fait qu'en y mettant les moyens nécessaires, on pouvait rendre justice à un univers aussi vaste que celui de Tolkien. Aujourd'hui, le coup du « c'est inadaptable parce que trop complexe », on ne l'entend pratiquement plus. Game of Thrones est l'une des séries les plus populaires des années 2010, et l'adaptation de Dune par Denis Villeneuve a connu le succès, contrairement à celle de David Lynch. Alors que celle de Lynch est quand même bien meilleure. Un autre argument pour déclarer un livre inadaptable, c'est l'argument de la forme. Certains livres ont une structure qui semble impossible à retranscrire dans un autre média. Mais bon, Le nom de la rose d'Umberto Eco avait cette réputation, et le film de Jean-Jacques Hano dispose d'une excellente réputation, et même Le Festin nu, qui ressemble basiquement au carnet de rêve d'un héroïnomane, a réussi à donner un film culte. Mais il y a selon moi un univers pratiquement impossible à adapter sans le trahir, et c'est celui de Howard Philip Lovecraft. Alors si vous ne connaissez pas Lovecraft, Sérieux ? C'est un auteur américain spécialisé dans l'horreur. La difficulté venant du fait qu'on le considère comme le père de l'horreur dite cosmique. Non, rien à voir avec Alien. Dans son univers, les hommes ne sont littéralement rien. Une race aussi importante qu'une colonie de fourmis et vivant dans la menace des grands anciens. Une race de gigantesques dieux extraterrestres, endormis et attendant de prendre le contrôle de notre planète. Des entités vénérées par quelques rares sectes occultes et dont l'aspect serait si différent de nous, si éloigné de toute conception humaine que leur simple vision plongerait n'importe qui dans la folie. Je suppose que vous comprenez mieux la difficulté de retranscrire ça dans un film. Pourtant, il y a évidemment eu des tentatives par des réalisateurs plus ou moins talentueux, avec des budgets plus ou moins élevés, et des résultats variables, on va dire. Parmi les plus célèbres, on a Reanimator de Stuart Gordon, un film de série B sorti en 1985, adapté de la nouvelle Herbert West Reanimator, qui raconte les diverses tentatives d'un étudiant pour ressusciter des cadavres, malgré des résultats décevants, on va dire. Pensée comme une parodie macabre et violente de Frankenstein, Lovecraft détestait cette nouvelle, la considérant comme idiote. Et en fait, c'est juste que les chapitres étaient très bien payés et qu'il les trouvait faciles à écrire. Et ça se sent un peu que c'est fait pour l'argent parce que chaque chapitre se finit avec West qui est en mode « Oh mon dieu, mais qu'ai-je fait, quelle abomination! Je suis maudit, je ne recommencerai jamais !» Et il recommence au chapitre d'après. Le film joue beaucoup avec cet aspect parodique puisqu'il s'agit clairement d'une comédie horrifique et non d'un truc vraiment sérieux. Il n'y a rien de premier degré là-dedans. C'est très drôle à regarder, mais pour l'aspect horreur, on repassera. Toujours de Stuart Gordon, je citerai également Dagon, sorti en 2001, une adaptation de la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth, racontant la découverte par un voyageur d'une mystérieuse ville peuplée d'humanoïdes étranges, vénérant un antique dieu marin. C'est selon moi l'un des textes de Lovecraft les plus facilement adaptables. Malheureusement, le film a souffert d'un budget très réduit et ça se sent. Les acteurs sont très mauvais pour la plupart, et la tentative de montrer un dieu en image de synthèse à la fin est vraiment complètement loupée. Reste un bon travail sur l'ambiance, et surtout une scène excellente où Francisco Rabal, acteur espagnol connu notamment pour Le Convoi de la Peur ou Le Désert des Tartares, narre au protagoniste l'arrivée du culte dans la ville, qui à elle seule justifie le visionnage du film. Même si, pour l'apprécier, il faut quand même lui pardonner beaucoup de gros défauts. Bon, après, il y a évidemment des auteurs qui ont aussi essayé d'adapter des textes moins facilement adaptables. Par exemple, je pourrais vous parler de Color Out of Space de Richard Stanley, qui raconte la chute d'une météorite répandant une couleur que personne n'a jamais vue et qui provoque la mutation des plantes et des animaux. Une couleur qu'aucun homme n'a jamais vue. Bah ici c'est du magenta quoi, on perd quand même une grosse partie de l'intérêt du truc. Et on peut voir ce qu'on va manger? Un cassoulet. Oh non, je vais vomir. C'est un plat traditionnel français. C'est un plat de bouseux, tu veux dire? Enfin, c'est absurde. Tout le monde rêve d'être français, à commencer par vous.
Mais bon, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une tentative très réussie d'adaptation d'un texte de Lovecraft, mais également honorer le but même de cette rubrique découverte, qui est de vous faire découvrir des films méconnus, puisqu'on va carrément parler d'un film amateur. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter la H.P. Lovecraft Historical Society, à la base une association de joueurs de The Call of Cthulhu, un jeu de rôle basé sur les œuvres de Lovecraft, qui est devenu une petite boîte éditant du merchandising autour de l'univers Lovecraftien. Ils ont notamment réalisé plusieurs versions audio de ces nouvelles, des statuettes que j'aurais bien aimé avoir dans mon décor si elles n'étaient pas aussi chères, et en 2005 ils ont décidé de se lancer dans la confection d'un vrai film de cinéma, en l'occurrence une adaptation de L'Appel de Cthulhu, peut-être la nouvelle la plus célèbre de son auteur. Dans celle-ci, un homme découvre parmi les notes de son grand-oncle dont il vient d'hériter une véritable enquête à propos d'un mystérieux culte qui sévirait aux quatre coins du monde, depuis les bayous de la Louisiane jusqu'aux tribus les plus isolées du Groenland. Ses membres vénéreraient des idoles représentant une mystérieuse divinité venue des étoiles et endormie dans une cité engloutie dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Ceux-ci attendent son futur réveil en scandant que, dans sa demeure de Rie, le défunt Cthulhu attend en rêvant. N'est pas mort ce qui a jamais dort, et au fil des âges peut mourir même la mort. Au départ sceptique, le narrateur finit par douter de plus en plus devant l'amoncellement de preuves. La plus terrible s'avérant être la découverte d'un navire à la dérive, dont l'unique survivant, apparemment frappé de folie, affirme que lui et ses compagnons ont découvert au cœur du Pacifique une cité émergée bâtie selon une architecture semblant défier les lois mêmes de la géométrie, et qu'ils ont par accident réveillé la créature qui y sommeillait. Une créature si monstrueuse que son apparence conduirait n'importe quel homme aux frontières de la démence. Le narrateur conclut que les membres de la secte ont probablement assassiné son oncle car il en savait désormais trop, et que leur prochaine cible n'est sans doute que lui-même. La nouvelle avait la réputation d'être complètement inadaptable, mais les fans ont tenté une approche assez originale. Qui a adapté une œuvre qui se déroule dans les années 1920 ? Pourquoi ne pas faire un film à la manière des années 20 ? Après tout, quels sont les défauts qu'on retrouve souvent dans les films amateurs ? Peu de moyens, des décors un peu kitsch, du surjeu, autant d'éléments qu'on retrouvait déjà dans les films expressionnistes de l'époque. D'autant plus que l'ambiance onirique de ces vieux films convient parfaitement au ton cauchemardesque des récits de Lovecraft, qui donnent l'impression de plonger dans la folie. La production de ce film, comme c'est malheureusement souvent le cas pour les films amateurs, a été très longue, plusieurs années, puisque les équipes devaient se coordonner pour travailler les week-ends ou le soir après le travail. Alors qu'au final, le film fini est plutôt court, à peine 45 minutes. Pourtant, je trouve que le rythme est la grande réussite du projet. Les différents récits concernant le culte s'enchaînent efficacement sans traîner en longueur. Le tout suit très fidèlement le récit bien huilé de Lovecraft, avec même parfois quelques petits ajouts intéressants. Par exemple, dans la nouvelle, un archéologue mentionne sa rencontre avec une tribu inuite particulièrement sanguinaire vénérant Cthulhu. Dans le film, d'une part on voit des images du Groenland, mais surtout le scientifique perd un œil en essayant de s'emparer d'une de leurs idoles. Alors c'est certes un petit peu cliché, mais ça rajoute de la force au personnage. Et puis les borgnes, bah c'est cool. Sauf lui. Mais là où ce film est vraiment intéressant, c'est qu'il permet de voir à quel point ces réalisateurs aimaient et surtout ont tout compris aux films expressionnistes des années 20. Ce courant s'est développé en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le pays est alors fortement endetté et aider l'industrie cinématographique n'est pas la première priorité du gouvernement. Du coup, les studios décident de compenser le manque de budget par un fort usage du symbolisme et de la mise en scène afin de donner une ambiance à leurs films. Parmi les films les plus célèbres du courant, on peut citer Le Cabinet du Docteur Caligari, considéré comme le fondateur du genre, mais aussi Le Golem ou encore le fameux Nosferatu. Non, pas celui-là, celui-là non plus, voilà celui-là. Tourner un film à la manière d'un film plus ancien, ça peut être un exercice très intéressant. Le premier exemple qui me vient en tête, ce serait les OSS 117, qui reprennent les clichés et la façon de faire des films des années 50 à 80, en les grossissant pour s'en moquer gentiment. Mais là c'est différent. Le film ne dit pas grand-chose sur ces vieux films expressionnistes, il se contente de les reprendre afin d'imprégner son récit de leur ambiance, dans le but de faire un film qui soit avant tout agréable à regarder. Et le but est parfaitement atteint. Le tout fait vraiment authentique. Bon, sauf pour ce néon dégueulasse qui n'a rien à faire là. Les tenues des personnages sont soignées, avec même le maquillage que portaient les acteurs de l'époque, pour mieux ressortir sur la pellicule de faible qualité. Les musiques, apparemment composées par 4 compositeurs, pas moins, sont franchement géniales, oniriques quand il faut, carrément angoissantes par moments. Mais le truc le plus soigné de ce film, ce sont quand même clairement les décors, que ce soit la reconstitution du Boston des années 20, ou le marais de la Louisiane reconstitué sous forme de miniature. Et les décors moins terre-à-terre, largement inspirés du cabinet du Dr Caligari, fonctionnent bien dans les scènes d'hallucination, par contraste avec les autres décors du film, qui eux sont plutôt réalistes, ce qui crée une atmosphère surréaliste et irréelle. Idem pour la cité de R'lyeh, qui, bon, dans la nouvelle, est censée être bâtie dans une architecture impossible, un peu comme ça. Bon, ils ont essayé de faire un truc avec l'homme qui tombe dans un angle, comme dans la nouvelle, mais c'est pas non plus extraordinaire. Quant à Cthulhu, le clou du spectacle,
il est créé en stop motion à la manière des créations de Willis O'Brien comme King Kong ou les dinosaures du monde perdu. Bon, ça c'était pas tellement un truc qu'on voyait dans les films expressionnistes allemands, c'était plutôt réservé aux films hollywoodiens, mais en tout cas que ce soit la marionnette en elle-même ou son animation, le tout est juste magnifique, en particulier les tentacules. C'est plein de détails tout en étant assez laissé dans l'ombre pour garder une part de mystère. Vraiment chouette. Sachez également que la même équipe a remis le couvert en 2011 avec une adaptation de Celui qui chuchotait dans les ténèbres, réalisée cette fois dans le style des films d'horreur des années 30, genre Frankenstein ou le Dracula avec Bela Lugosi. Il raconte l'histoire d'un professeur d'université sceptique contacté par Henry Ackley, un fermier du Vermont qui affirme avoir étudié des créatures venues de l'espace qui erraient dans les forêts locales, qui chercheraient à le faire taire. Après avoir reçu une lettre particulièrement étrange d'Ackley, le protagoniste décide de le rejoindre pour voir ce qu'il en est. Le film est toujours très sympa selon moi, mais il a été beaucoup moins bien reçu, parce qu'ils ont commis une grosse erreur pour un film amateur, à savoir vouloir mettre des images de synthèse, et bon bah y en a peu, et c'est uniquement à la toute fin, mais ça vous sort complètement du film tellement c'est moche quoi. La fin est également rallongée pour inclure une scène d'action où le protagoniste tente de stopper le rituel des extraterrestres, et accessoirement de sauver une fillette toute choupie au lieu de juste prendre la fuite comme dans la nouvelle, ce qui n'a pas plu aux fans toujours prompts à critiquer toute liberté prise avec l'œuvre de base. Et il y a de très bonnes idées, comme le fait que le protagoniste, au départ très sceptique, débatte au début du film avec Charles Fort, un vrai auteur de l'époque spécialisé dans l'ésotérisme. Non seulement ça ancre le film dans le réel, mais en plus ça pose très bien les enjeux. Voilà, donc un verdict plus mitigé, mais ça reste un projet sympa, et on y retrouve selon moi l'âme du texte. C'est dommage qu'il se soit arrêté là d'ailleurs, parce qu'il y avait du matériel pour faire toute une saga au final. Sachez aussi que ces deux films ne sont malheureusement jamais sortis en France, mais que les DVD que vous pouvez commander sur leur site officiel contiennent des cartons et des sous-titres dans une vingtaine de langues, notamment le français, grâce au travail de fans des quatre coins du monde. Et il y a aussi plusieurs bonus sympas, dont des making-of dont je me suis largement servi pour cette vidéo. Ces deux films sont vraiment l'exemple typique de ces petites pépites que vous voulez absolument faire découvrir à votre entourage sitôt que vous les avez vus. Et c'est remarquable de voir que les groupes de fans qui ont pu être si toxiques sur internet ont accouché de quelque chose d'aussi bon. Même si c'est finalement un peu triste de voir que la meilleure adaptation de Lovecraft est un film amateur. Alors évidemment, on trouve des films professionnels qui s'inspirent de son univers, notamment plusieurs films de Carpenter comme l'excellent L'Antre de la Folie ou le chef-d'œuvre The Thing, qui les cite tous les deux assez explicitement. C'est toujours ça de prix. Sachez également que pendant des années, Guillermo del Toro a tenté de mener à bien un projet d'adaptation très ambitieux des Montagnes Hallucinées, racontant l'histoire d'une expédition scientifique découvrant dans les profondeurs de l'Antarctique une cité extrêmement ancienne abritant des créatures monstrueuses. Mais le projet a finalement été abandonné quand del Toro a vu Prometheus, qui selon lui racontait à peu près la même chose avec une ambiance similaire. Donc non seulement ce film est un étron, mais en plus il a tué un projet qui aurait été incroyable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également me suivre sur Twitter, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.